et continuer vraiment à lutter pour ce pays. Et vous avez dit dans votre déclaration que c'était inévitable. Est-ce que ce n'était pas aussi profond? Je n'ai pas bien compris. Dans votre déclaration, vous avez dit que votre décision était inévitable. Peut-être que vous vous prépariez à ça depuis longtemps. Non, j'étais convaincue de la justesse de ma position. C'est pourquoi je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas y aller. Mais il fallait quand même réfléchir aussi. Il fallait réfléchir, essayer de voir le pour et le contre. Mais en fin de compte, j'ai décidé d'y aller. Vous avez décidé d'y aller, le parti a décidé de vous exclure. Vous pensez que... Je l'ai appris par voie de presse. Oui. Et on vous l'a notifié aussi? On ne me l'a pas notifié encore. Et j'attends parce que j'ai été numéro 2 de ce parti pendant près de 5 ans. J'estime qu'on doit me le notifier. J'attends qu'on va me le notifier. Je vais réagir. Et le contenu, c'est une exclusion. Est-ce que vous pensez que la décision est quand même juste? Écoutez, lorsque je recevrai la notification, je vais réagir. Vous pensez qu'ils vont changer d'avis rapidement? Vous réintégrer? Vraiment, quand je réussirai, je vais souffrir d'abord qu'on m'envoie la notification. Et entre-temps, de vous à nous, est-ce que Lansana Kouyaté est quand même quelqu'un du genre à revenir sur une décision comme celle-là? Non, est-ce que vous avez échangé avec le président du PDM? Je sais que je lui ai envoyé une lettre. Avant d'aller siéger à l'Assemblée, je l'ai informé de mon intention d'aller siéger. J'ai pris la décision d'aller siéger. Il m'a dit d'accord, c'est moi qui ai été élu et je suis libre. Mais le parti en tirera les conséquences. Je lui ai dit d'accord, je suis prête à assumer. Vous pensez que c'est lui ou c'est le parti qui a décidé de vous exclure? C'est le parti qui a décidé de m'exclure. Mais il n'y a aucun problème. Je réagirai le moment venu. Et vous êtes à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez revenir quelque peu sur les premières activités de l'Assemblée? Il y a eu des couacs. On a failli en venir aux mains. Vous savez, je ne dis pas que c'est la règle, mais en général, les députés sont comme ça. Il y a des parlements où, vous voyez, il n'est pas rare de voir à la télévision même des parlements où on en vient aux mains, parce que ce sont des hommes de conviction qui sont là et chacun croit vraiment à ses idées. Il y a des compatriotes qui n'aiment pas forcément les représentants de l'opposition, qui disent que ce sont des députés de Bambeto Koza qui sont à l'Assemblée. Vous avez tous été acteurs des manifestations publiques. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un risque de malentendu qui se répète là-bas à l'Assemblée nationale? Je ne crois pas. Moi, je pense qu'il faut que les hommes politiques, que les députés se ressaisissent, qu'on comprenne qu'on vient à l'Assemblée nationale dans l'intérêt supérieur de la nation, dans l'intérêt du peuple de Guinée. Moi, ce que je souhaite, en tout cas, ce que je conseillerais aux leaders politiques, c'est qu'une fois à l'Assemblée, qu'on ne vienne pas dans l'intérêt, qu'on ne vienne pas pour faire de la surenchère. C'est-à-dire, si c'est la mouvance qui présente un projet de loi, non, c'est le rejet absolu, ou si c'est l'opposition qui initie une loi, il faut le rejeter. Non. On doit travailler pour la nation, dans l'intérêt général. Si une entité politique ou le gouvernement présente un projet de loi qui va dans l'intérêt de la nation guinéenne, dans l'intérêt du peuple de Guinée, on peut le voter à l'unanimité. Ou même si ce sont des projets de loi boiteux, non susceptibles vraiment d'apporter quoi que ce soit à la nation guinéenne, au peuple de Guinée, on peut amender le texte jusqu'à ce que vraiment qu'il soit consensuel et on passe au vote. Moi, je crois que c'est mieux. Je vais en profiter d'ailleurs
pour lancer un appel à toute la classe politique guinéenne, pour dire de faire attention. J'attire leur attention sur quelque chose qui m'inquiète. Je prends un exemple sur Haïti. C'est la première nation indépendante au monde. Haïti est indépendante depuis le 1er janvier 1804. Haïti a célébré son bicentenaire en 2004. Aujourd'hui, Haïti a 214 ans. Mais Haïti figure parmi les pays les plus pauvres de la planète. Et il a eu de grands hommes, comme les Jean-Jacques Dessalines, comme les Toussaint Louverture, de valeureux fils du pays qui ont lutté. Ce pays regorge de cadres, d'intellectuels qui meublent le système des Nations Unies, qui sont expatriés au Canada et en France. On a vu la gouverneure générale, l'ex-gouverneure générale du Canada qui était une haïtienne. Ils sont formidables. Mais les divergences politiques, l'instabilité politique chronique en Haïti a fait qu'ils ont passé 2 siècles sans avancer. Le Libéria voisin. Le Libéria est indépendant depuis le 26 juillet 1847. Le Libéria a plus de 150 ans d'indépendance. Ce pays figure parmi les pays les moins avancés de la planète jusqu'ici. Nous avons plus de 50 ans. Nous avons célébré notre cinquantenaire en 2008. Si on ne fait pas attention, si on continue dans cette instabilité politique chronique, on va d'atermoiement en atermoiement, on risque de suivre ces exemples, ces mauvais exemples. On va rester là, malgré toutes les potentialités naturelles que nous avons, les richesses, on va continuer à subir le supplice de Tantale. Il faut l'éviter. Donc c'est le moment de se ressaisir, d'aplanir les divergences, d'enraciner la démocratie, la véritable démocratie et la paix. Prôner la paix. La Guinée havre de paix peut être banalement une destination privilégiée pour les investisseurs. Et en un temps record, le pays, l'économie peut retrouver son aplomb et amorcer la croissance escomptée. Nous avons les ressources humaines qu'il faut, nous avons les richesses naturelles qu'il faut. Il s'agit vraiment de réfléchir, d'avoir des objectifs précis et surtout la véritable démocratie. Ça, c'est très important. Et pour qu'on y arrive, il faut que la classe politique y réfléchisse, la classe politique et aplanisse les divergences, qu'on n'accepte plus ces atermoiements et qu'on évolue. Et les exemples qu'on peut citer, tels que le Cap-Vert, qui est aujourd'hui un pays modèle, qui est un pays émergent, qui a le produit intérieur brut le plus élevé d'Afrique de l'Ouest, 3 482 $. Et ce pays est indépendant en 1976. Combien d'années après nous? Il n'a que la pêche, le tourisme et la banane comme ressources. Mais avec ça, il y a eu la stabilité, l'apaisement, il y a l'alternance régulière là-bas, le passage pacifique du pouvoir. Il y a eu l'alternance entre le PACICV et le MDP. À l'île Maurice, ce pays a plus de 10 000 $ de produits intérieurs bruts par habitant par an. Ils n'ont que le tourisme et la pêche. Avec ça, ils s'en sortent. Là-bas aussi, il y a l'alternance politique, il y a l'alternance pacifique. Vous voyez comment ça se fait. L'île Maurice à côté, c'est la même chose. Ils ont près de 10 000 $ aussi de PIB par an. Quant au Ghana, il y a eu quelques décennies d'errements politiques, mais ils se sont ressaisis. Et vous voyez, le Ghana fait partie des pays à revenus intermédiaires. En 2011, il y a eu une croissance à 2 chiffres là-bas, 15% du taux de croissance.
Et ça, c'est dû à la démocratie, à l'alternance aussi politique, l'enracinement réel de la démocratie. Ils ont essayé vraiment, ils sont sur la voie de mettre en place des institutions fortes. Il faut que nous nous ressaisissions. Moi, en tout cas, je souhaite pour la Guinée qu'on suive ces bons exemples. Intéressant. Merci beaucoup.